Bonjour Tania Sologoub. Bonjour. Vous êtes économiste, responsable des risques géopolitiques et à la direction des études économiques du Crédit Agricole. Vous êtes aussi romancière, vous enseignez à Sciences Po. En 2012, vous avez écrit un article qui s'appelait « Le bel avenir du risque politique ». Maintenant, nous y sommes. Qu'est-ce qui était déjà visible en 2012 ? Oui, c'est important en fait. Déjà à cette époque-là, il se passait quelque chose à la fois dans les pays émergents et dans les pays développés, c'est-à-dire avec toutes les manifestations sur les places. Et ce quelque chose, on en avait tous les signaux, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un cycle politique. C'est un moment historique où la politique prend la main sur l'économie, dans les préférences de tous les agents. Et en fait, il était très clair dès cette époque-là qu'il fallait analyser ce cycle politique autour de deux piliers, c'est-à-dire Internet, les effets d'Internet, mais aussi la crise du système global. Et il fallait l'analyser en interaction. Alors justement, Internet joue un rôle important. Est-ce qu'il a été anticipé par les analyses du secteur financier, ce rôle ? Bon, alors c'était très, très difficile de voir la dimension vraiment profonde, presque anthropologique d'Internet. Pourquoi ? Ce qui était difficile à voir, c'était qu'Internet faisait muter vraiment la nature du risque politique. Et là, je voudrais insister sur, on va dire, 4 points. Le premier, une idée est transmise dans le monde aujourd'hui instantanément, ou un mode de manifestation. Et c'est exactement le même, ce qu'on avait vu au niveau macro-financier dans les années 2000, avec une crise de liquidité qui était transmise dans le secteur bancaire. Ce que décrit Michel Aglietta comme la crise de système, on l'a dans le domaine politique. Donc c'est un risque systémique. Mutation du risque politique. Deuxième point, là, les historiens l'avaient pointé depuis longtemps. Par exemple, Pierre Rosanvallon, c'est le fait que Internet magnifie aussi la contre-démocratie, c'est-à-dire l'appel à la démocratie directe, la question des phénomènes insurrectionnels. Pourquoi ? Parce que ça ouvre un espace de contre-discours qui est quasiment un espace anarchiste et qui va délégitimer le discours officiel des élites, mais aussi des experts. Et quand je dis le mot « espace », ce qui est très important, tout de suite, c'est la question de la géopolitique. Parce que la géopolitique, c'est la discussion, si on prend une définition fondamentale des grands géopolitologues, c'est la discussion d'une époque historique avec son espace. Discussion, perception, appréhension, répartition. Et Internet a ouvert le cyberespace. Et puis le dernier point, et là les économistes ont quelques difficultés, c'est la question de l'émotion. Pourquoi ? Parce qu'Internet ravive la force politique de l'émotion. Ça, Victor Hugo le savait à l'époque. Mais notre problème, c'est que l'émotion, c'est lié à la réalité, mais aussi à la perception. C'est très net dans les inégalités qui deviennent visibles, la corruption, la perception de la corruption, le chômage, la question de l'immigration, et les économistes n'avaient pas les indicateurs de perception. Alors, quelle est la part, vous parlez d'Internet, quelle est la part qu'Internet révèle dans ces crises et quelle est la part qui l'amplifie, dans laquelle il est acteur ? Oui, alors c'est assez important de se dire que la crise du système, c'est pas que 2009, ce que font les économistes parfois. C'était visible dès les années 70 avec des auteurs comme Hannah Arendt ou Ulrich Beck nous disaient déjà qu'on avait une crise de la confiance politique, de l'abstention. Ça ouvrait un vide politique et c'est ce vide qui a été rempli par les populismes. C'est dans ce sens qu'il faut le penser. Alors aujourd'hui, votre question, on sait que la globalisation financière plus l'accélération du progrès technique produit beaucoup plus d'inégalités que ce fameux ruissellement de richesse attendu par les économistes. Mais ce qui est important, c'est comment les inégalités se transforment en politique. Et bien là, il faut passer par la polarisation. La question de la polarisation dans plusieurs domaines. Polarisation économique, sociale, spatiale, mais aussi culturelle. Exemple, les États-Unis, qu'est-ce qui bloque les institutions ? Elles ont été destinées pour des partis qui sont capables de trouver des compromis, et des compromis de valeur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc le problème, c'est qu'on est tous sur élection de Trump, Trump, pas Trump, mais la vraie question, c'est la gouvernabilité à long terme du pays, la question de la résistance des valeurs. Et puis en conclusion, je crois, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dany Rodrik l'avait vu venir depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a le soupçon d'une incompatibilité entre l'hyperglobalisation, la démocratie et la souveraineté nationale. Donc il faut penser tout ça à long terme pour les économistes. Merci beaucoup Tania Sologoub pour cet éclairage sur Internet et la crise globale du système politique. Merci à vous.